sans tarder, je vais donner la parole à Guillaume Tussaud qui va nous faire une présentation donc, sur la déontologie, la notion de déontologie et d'éthique. Guillaume. Merci beaucoup Agnès. C'est à toi tout d'abord que j'adresse mes remerciements les plus vifs pour m'avoir invité, ce que j'ai accepté tout de suite à m'adresser à cette première réunion du réseau francophone d'éthique et de déontologie parlementaire. Je vais présenter un certain nombre de réflexions, certainement sans toute la précision, sans toute la finesse nécessaire, mais nous aurons l'occasion bien sûr d'en discuter par la suite. Je commence par une évidence qu'il est peut-être un peu imprudent de mentionner ou de rappeler devant cet auditoire, c'est que nous vivons à l'âge de l'éthique et à l'âge de la déontologie. Et l'une et l'autre sont partout. C'est un thème particulièrement important, particulièrement contemporain, presque un thème d'histoire immédiate qui vous réunit et qui témoigne de la nécessité d'une réunion en réseau des différents acteurs de ces thèmes, l'éthique et la déontologie notamment parlementaire, mais ce ne sont pas les seuls points d'application, les seuls champs dans lesquels éthique et déontologie se déploient aujourd'hui. On voit l'éthique et la déontologie se déployer sous des dénominations variées, et ce sera l'un des points importants à discuter, sous des déclinaisons multiples, éthique publique, déontologie publique, transparence de la vie publique, probité, exemplarité de la République. Ce sont des thèmes qui ont eu cours pendant certains temps en France, et de manière plus ou moins distinctes ou indistinctes, ces différentes expressions, ces préoccupations qu'on voit émerger de part et d'autre, dessinent une forme de nébuleuse qui est une thématique, certes, mais qui est aussi la traduction d'une aspiration sociale, aspiration de la part des autorités publiques, mais aussi d'acteurs privés, et surtout sous la pression de l'opinion publique, thème sur lequel je reviendrai à l'occasion de cette communication. En France, vous aurez l'occasion de m'éclairer sur la manière dont ça s'est fait ailleurs. En France, la déontologie publique, l'éthique publique ont progressé souvent par à coup, à force de scandales auxquels il fallait mettre un terme ou auxquels il fallait répondre. Et on a répondu en faisant croître petit à petit la dimension organique, institutionnelle de la prise en charge de l'éthique, à mesure que les scandales révélaient une méconnaissance de ce qui était perçu comme des règles fondamentales d'éthique, des principes fondamentaux de déontologie de la part de certaines autorités publiques ou privées. On peut dire qu'il y a donc une cause immédiate, au moins en France, du développement de l'éthique, du développement de la déontologie, ce sont ces scandales, mais peut-être que cela s'appuie aussi sur des causes plus profondes, plus lointaines, cette demande sociale plus pérenne en démocratie libérale, en état de droit, de permettre aux citoyens, au nom duquel le pouvoir politique est exercé, d'obtenir que ces gouvernants rendent des comptes. Et aujourd'hui, cette exigence ou cette double exigence, je vais y revenir, est présente de toutes parts, aussi bien dans la sphère privée, celle que j'ai surtout mentionnée jusqu'ici, mais aussi dans la sphère publique, pardon, mais aussi dans la sphère privée. Et on a une éthique, une déontologie, par exemple, dans les salles de marché. On a une éthique, une déontologie dans la pratique médicale. Il y a la déontologie qui s'applique à des professions comme les avocats, comme les experts, comme les infirmières. L'éthique, la déontologie des chercheurs, qui a été mise sous les feux de l'actualité il y a quelques jours, l'éthique des journalistes, l'éthique, pour parler des choses les plus triviales, des émissions de télé-réalité. Il y a des chartes éthiques dans les émissions de télé-réalité. Le développement de la responsabilité sociale des entreprises, l'éthique des affaires, l'éthique en entreprise, l'éthique du business, le management éthique, bref, de l'éthique un peu à toutes les sauces. Et naturellement, la question est de savoir si derrière le label, derrière le pavillon de l'éthique ou de la déontologie, se dissimulent des préoccupations qui ont quelque chose en commun ou au contraire des choses extrêmement diverses. En France, de manière précise, si l'on s'interroge sur ce que recouvre l'éthique, ce que recouvre la déontologie, on a, sans trop se fatiguer, la possibilité d'identifier toute une série de textes plus ou moins récents. Par exemple, une charte de déontologie pour la juridiction administrative, pour ce qui est des magistrats. Un recueil des obligations déontologiques des magistrats
de l'ordre judiciaire, auquel j'ai eu l'occasion de participer, en tout cas à la réécriture de ce recueil lorsque j'étais membre du Conseil supérieur de la magistrature, qui est récent, une charte de déontologie des ministres. Donc là, on est dans le champ de l'exécutif. La présence de déontologues au sein des assemblées parlementaires, et c'est ce qui vous réunit aujourd'hui. Une loi de 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. Une décision de la part du Conseil constitutionnel qui érige la probité et l'intégrité des décideurs publics en objectif d'intérêt général en 2017. Bref, une activité, une effervescence déontologique de plus en plus fréquente, de plus en plus rapide, de plus en plus trépidante, si l'on peut dire, qui densifie l'invocation de la déontologie, l'invocation de l'éthique. Et à partir de ces principes partagés, que Cécile Guérin-Bargue aura l'occasion de clarifier aussi, des moyens et des outils communs ou transversaux sont repérables, les déclarations d'intérêt, les déclarations de patrimoine, les publications d'informations, la transparence sur un certain nombre de données, des entretiens déontologiques, il y en a par exemple dans la magistrature judiciaire, des systèmes de naming and shaming, la mise en place d'institutions particulières qui aujourd'hui, c'est l'exemple que vous donnez, se constituent en réseau pour faire vivre leurs exigences de manière transnationale. Tout ça, c'est le type de préoccupations et de dispositifs qui font vivre l'expression de déontologie. Donc on a l'impression d'une lame de fond un peu consensuelle, mais à ce consensus, il y a deux limites. Première limite, on doit être conscient, et Agnès Robleau l'a rappelé, que ça n'a rien de naturel, ce développement de la déontologie, ça n'a rien de nécessaire, ça n'a rien de spontané. Diachroniquement et synchroniquement, c'est un phénomène très contingent. Ça pourrait être autrement, ça a été autrement, et sous d'autres cieux, c'est autrement. L'éthique ne sont pas des thèmes majeurs. C'est lié à une culture, c'est lié à un ensemble de préoccupations de nos sociétés démocratiques contemporaines. Et par exemple, dans son ouvrage Philosophie de la corruption, Thierry Ménissier montre qu'à d'autres époques, ce qui aujourd'hui relèverait de la corruption, ce qui relèverait d'une absence d'éthique patente, ce qui relèverait d'une ignorance patente de la déontologie, était perçu comme fonctionnel, comme une forme de corruption au sens large vertueuse qui contribuait à la bonne marche de l'administration, à la bonne marche de la machinerie institutionnelle publique. Et il fait référence, beaucoup plus détaillé que je ne peux le faire ici, à des pratiques de clientélisme, à des pratiques de patronage, à la vénalité des offices, à l'évergétisme qui permettait à des notables de faire profiter ses concitoyens de sa richesse et donc de s'attirer l'approbation et le soutien de ses concitoyens. Bref, de manière contre-intuitive, Ménissier montre que parfois les pratiques de corruption ou anti-déontologiques, ou ce qui est perçu comme aujourd'hui anti-déontologique, anti-éthique, seraient des pratiques tout à fait fonctionnelles, importantes et contribuant à la bonne marche des institutions. Par exemple, le clientélisme permettait la protection des populations, notamment sur le plan militaire, sur le plan économique, mais aussi sur le plan symbolique, permettait une forme d'identification sociale. La vinalité des offices qui aujourd'hui choquerait était un système pour recruter une élite dévouée, compétente. La chose publique fonctionnait précisément grâce à l'intéressement personnel et pas grâce au désintéressement personnel. On peut retrouver ici des traces de la fable des abeilles de Bernard de Mandeville, où en fait la vertu publique découle des vices privés beaucoup plus que de la vertu des individus. Deuxième raison pour laquelle la lame de fond de développement de l'éthique et de la déontologie est peut-être plus complexe ou moins évidente qu'il n'y paraît, c'est l'incertitude sémantique sur le sens des termes. De chacun des termes pour lui-même, éthique d'un côté, déontologie de l'autre, et de la combinaison, de la relation, de l'antagonisme peut-être entre l'éthique et la déontologie. Donc loin de moi d'essayer de rechercher une nature profonde de chacune de ces idées, chercher une chose, une réalité absolue, une essence derrière le terme déontologie, derrière le terme éthique,
Je pense qu'on peut voir derrière ces deux thèmes deux grandes nébuleuses, deux grandes successions, de grands rassemblements d'exigences, de pratiques, de perspectives, de imaginaires de ce que doit être une institution publique, de ce que doit être une institution privée, de ce que doit être l'action collective au service d'une fin qui la dépasse. Et on peut aboutir à une espèce de recomposition où l'éthique et la déontologie ne se superposent pas complètement, où l'éthique et la déontologie ne se séparent pas complètement, à une forme de situation d'air de famille entre l'une et l'autre. Elles se superposent à la manière d'air de famille qui peuvent exister, comme le dit Wittgenstein, entre différentes notions, donc ici entre l'éthique et la déontologie. Donc de manière un peu plus tranchée peut-être qu'il ne faudrait, on peut voir deux grands ensembles, deux schémas si on cherche à opposer, distinguer éthique et déontologie. La déontologie va être plus circonscrite que l'éthique. Elle va relever de manière typique de devoirs et obligations imposés à une profession particulière. Donc elle engage une certaine fraction de l'activité des individus, leur activité professionnelle, comme avocat, comme infirmier, comme médecin, par exemple. La déontologie, puisqu'elle est issue d'un certain nombre, elle s'exprime à travers des obligations, décharge d'une certaine manière celui qui est soumis à ces obligations de la responsabilité d'élaborer lui-même ces normes et donc d'y réfléchir. Faisant partie d'une certaine profession, lui sont applicables un certain nombre d'exigences professionnelles, d'exigences déontologiques qui le lient et auxquelles il doit se soumettre sans avoir nécessairement à réfléchir sur les valeurs qui sous-tendent sa profession. Il fallait y réfléchir avant d'accepter cette profession. Donc la déontologie va être assez précise, va être assez technique, peut-être plus que l'éthique. L'éthique va reposer davantage que sur l'obligation, sur une méthode réflexive, sur la perspective d'imposer à l'individu de penser lui-même sa propre pratique, non pas de se soumettre à des normes dotées d'une certaine hétéronomie et posées par d'autres, les responsables de la profession, mais va lui imposer une forme de quête personnelle, une forme d'autonomie, et ça va engager sa responsabilité personnelle. Donc l'éthique, de ce point de vue-là, est beaucoup plus importante sur le plan personnel, beaucoup plus exigeante et engageante sur le plan personnel. Et de ce point de vue, l'éthique se rapproche davantage de la morale, de la dimension d'une recherche de la vertu personnelle plutôt que de celle de la soumission sectorielle à des normes qui régissent une partie de notre activité. L'éthique semble nous engager tout entier dans la recherche d'une forme de vie bonne. Alors, c'est un peu schématique, beaucoup trop certainement. Par exemple, trop schématique parce que lorsqu'on a réfléchi au sein du Conseil supérieur de la magistrature à un recueil des obligations déontologiques des magistrats, on y a précisément réfléchi dans une perspective qui est celle de l'éthique telle que je viens de la dessiner, dans une perspective non pas d'imposition de normes clés en main pour les magistrats, mais dans la mise en perspective de différents principes qu'il reviendrait par une réflexion propre, personnelle, une maïeutique personnelle, aux magistrats de prendre en compte pour guider leur propre comportement. De plus, il y a des recoupements évidents, des règles morales, éthiques, vont pouvoir se retrouver dans des codes déontologiques extrêmement précis qui régissent telle ou telle profession. Et par exemple, une valeur comme le droit à la vie, qui est une valeur morale extrêmement partagée, une valeur éthique partagée, se retrouve dans un code de déontologie, comme les codes de déontologie qui guident la pratique professionnelle des médecins. Donc, les recoupements sont plus aisés à trouver qu'on ne l'imagine, et une distinction, une séparation totale de l'éthique ou de la déontologie n'est peut-être pas appropriée. Retenir que les deux idées sont absolument, les deux termes, pardon, sont absolument synonymes et désignent l'un et l'autre une nébuleuse de préoccupations, de pratiques, d'exigences, sans qu'il y ait matière à distinguer de manière trop nette. Alors, pour essayer de se repérer dans ce magma conceptuel, je propose de me pencher sur la figure de celui qui a inventé le terme déontologie. Certes, le terme déontologie nous vient du grec, mais il ne fait son apparition qu'en 1834, dans un ouvrage éponyme de Jérémie Bentham, Déontologie ou science de la morale.
Étonnamment, dans l'ensemble de la bibliographie benthamienne, ce texte est publié la même année, 1834, en anglais et en français, 2 ans après la mort de Bentham, et c'est un texte de très mauvaise qualité sur le plan éditorial. Enfin, je m'entends. Dans l'ensemble des études benthamiennes, le texte est très bien écrit, très élégant, mais sur le plan scientifique, il est composé de manière tout à fait aléatoire, peu rigoureuse à partir de manuscrits de Bentham dont on ignore de quand ils datent, comment ils ont été agencés les uns avec les autres. Bref, le texte est tout à fait contestable du point de vue éditorial. C'est pourquoi en 1983, une nouvelle version de la déontologie scientifique, cette fois faite à partir des manuscrits de Bentham, a été établie et diffère considérablement du texte initial. Mais ce texte de 1834, du point de vue de l'histoire conceptuelle, et l'histoire des idées est ainsi faite, c'est le texte qui labellise le terme déontologie, c'est le texte qui lègue à la postérité cette notion, cette terminologie et ensuite cette exigence, cette préoccupation. Alors Bentham définit la déontologie de la manière suivante, je le cite, le mot déontologie est dérivé de 2 mots grecs, todéon, ce qui est convenable, et logos, la connaissance, c'est-à-dire la connaissance de ce qui est juste ou convenable. Ce terme, rajoute Bentham, est ici appliqué à la morale, c'est-à-dire à cette partie du domaine des actions qui ne tombe pas sous l'empire de la législation. Comme art, la déontologie, c'est ce qui est convenable, comme science, c'est connaître ce qu'il convient de faire en toute occasion. Donc la conception benthamienne de la déontologie est très englobante, on est loin de l'idée d'une déontologie uniquement sectorielle, professionnelle. C'est pourquoi la déontologie à la Bentham est une déontologie très proche de l'idéal type de l'éthique. C'est beaucoup plus riche et vaste que la seule déontologie. Et chez Bentham, cette déontologie est aussi bien personnelle que publique. Et si on s'intéresse aux autres écrits de Bentham, 50 ans auparavant, il parlait de l'éthique comme en 1834, il parle de la déontologie, au point que les 2 termes dans son lexique sont assez synonymes et on peut s'interroger sur les raisons pour lesquelles Bentham a décidé d'en changer. L'éthique, disait-il dans un texte écrit dans les années 1780, peut être définie comme l'art de diriger les actions des hommes vers la production de la plus grande quantité possible de bonheur. Et l'éthique, disait-il, dans la mesure où elle est l'art de diriger ses propres actions, peut être appelée l'art de se gouverner soi-même ou éthique privée. Mais ça implique qu'il y a une forme d'éthique publique aussi. Donc l'éthique n'est pas seulement la recherche personnelle de la meilleure forme de vie pour soi, mais aussi de la meilleure forme de vie pour un groupe, pour une collectivité, pour un État, et si l'on retient l'idée du cosmopolitisme benthamien, pour l'ensemble de l'humanité. Donc on a l'éthique privée, se gouverner soi-même, et puis à côté, ce que Bentham appelle aussi l'art du gouvernement qui concerne la direction des actions des personnes dans une collectivité. Et cet art du gouvernement, pour Bentham, lorsqu'il s'applique à des gens qui ne sont pas dans l'âge adulte, s'appelle l'art de l'éducation. Et on voit comment Bentham va mêler des affaires, des idées un peu différentes, l'éthique privée, l'art de gouverner, l'administration, la législation, l'éducation. Pour lui, en fait, tout ça relève un peu de la même discipline des individus en vue de les guider vers le plus grand bonheur du plus grand nombre, qui est la fin qu'il assigne à l'autorité politique. Et l'éthique privée va reposer non seulement sur le souci de soi, mais aussi le souci des autres. Par la prudence, on veille à son propre bonheur. Par la probité, on veille à ne pas porter atteinte au bonheur des autres. Et par la bienfaisance, on veille à réaliser positivement le bonheur des autres. Donc pour Bentham, l'idée est bien que l'éthique n'est pas seulement une affaire personnelle, c'est quelque chose de collectif, et cela relève du même genre de régulation des comportements que le gouvernement. Alors Bentham part quand même d'une anthropologie assez singulière. Selon lui, l'homme, l'individu, est guidé par l'égoïsme. Il s'intéresse avant tout à son propre bonheur et ne s'intéresse au bonheur d'autrui que dans la mesure où le bonheur d'autrui est quelque chose de valeur à ses propres yeux. Voir sa famille heureuse
c'est quelque chose qui compte pour un individu parce que ça lui cause un bonheur propre. Voir une société heureuse, c'est quelque chose qui importe à un individu parce que ça lui cause aussi du bonheur. Et pour Bentham, donc, l'un des buts de l'éthique, ça va être l'éthique individuelle, l'éthique comme art de gouverner, ça va être de faire en sorte de s'appuyer sur cette considération anthropologique d'égoïsme de principe pour essayer de guider les gens de sorte que leur égoïsme les conduise à prendre soin les uns des autres, à s'intéresser au bonheur les uns des autres, faire en sorte que les uns et les autres soient plus ou moins artificiellement guidés parce que quelqu'un, le législateur par exemple, l'éducateur, le déontologue ou le déontologiste, comme il le dit dans Déontologie, va être en mesure de jouer sur les intérêts, sur les incitations, sur le bonheur des uns et des autres pour les conduire à adopter les actions vertueuses du point de vue collectif. Et pour Bentham, éducation, éthique privée, déontologie, législation, tout ça, ça rentre dans une panoplie d'outils qui visent à conduire au plus grand bonheur du plus grand nombre. Alors Bentham fait ainsi advenir, me semble-t-il, un âge particulier de la déontologie ou de l'éthique, qui est l'âge de la déontologie, non pas naïve, mais l'âge de la déontologie comme ingénierie du comportement social. L'âge de la déontologie ou de l'éthique comme artificialisme. On va construire, on va pas forcer, mais susciter chez les autres, en dosant précisément les incitations qui peuvent les guider vers le bon comportement, des conduites qui sont conformes à un certain nombre de principes et qui les amènent à un certain nombre de conséquences jugées bonnes. Donc, on a une technique de contrôle social, il faut bien dire les choses telles qu'elles sont, qui sous-tend l'ensemble de la démarche benthamienne. Et dans Déontologie, il note la chose suivante, la tâche du déontologiste est de retirer de l'obscurité où on les a enfouis, ces points de devoir dans lesquels la nature a associé les intérêts de l'individu à ses jouissances, dans lesquels son propre bien-être a été lié, combiné, identifié avec le bien-être d'autrui. Sa tâche, en un mot, au déontologiste, est de donner au moteur social, donc au souci des autres, la plus grande force en tant que moteur d'action personnel. Donc, forcer les uns et les autres à agir au bénéfice de tous. Une manière de faire, la manière de la législation directe, selon Bentham, c'est de pénaliser ceux qui agissent mal. Ceux qui commettent des vols, ceux qui commettent des meurtres, nuisent au bonheur de l'ensemble de la société. Donc, pour éviter qu'ils se livrent à ce type d'activité, on va ajouter un coût à leur activité qui va être la sanction pénale. Et la perspective de passer 15 ans en prison pour avoir commis un vol va détourner ces individus des vols qui sont des actions nuisibles pour tous. C'est relativement simple et Bentham développe toute une théorie sophistiquée du droit pénal. Le déontologue, pour sa part, va intervenir, tout comme le spécialiste d'éthique, dans des secteurs où la sanction pénale n'est pas appropriée, où la sanction pénale serait trop coûteuse en termes de désutilité, parce que Bentham conçoit bien que la sanction pénale ajoute du malheur dans la société. Or, le but, c'est de minimiser ce malheur et d'augmenter le bonheur. Si on met trop de sanctions pénales ou trop de menaces de sanctions pénales, on diminue le bonheur de l'ensemble de la société, qui est un préjugé libéral hostile à la sanction pénale. Et le déontologue, précisément, va pouvoir guider les uns et les autres sans recourir à la sanction. L'une des perspectives qu'ouvre Bentham, c'est celle de la législation indirecte, qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de nudge. C'est la théorie d'une forme de paternalisme libéral. L'idée, c'est de jouer sur l'architecture de choix des individus sans leur imposer quoi que ce soit, mais pour faire en sorte qu'ils soient conduits à adopter la bonne conduite. L'exemple qu'utilisent les spécialistes de la théorie du nudge, c'est par exemple les enfants à la cantine. La fin bonne, c'est manger des légumes plutôt que des frites et des sucreries. Comment faire? Première technique, imposer aux enfants des sanctions s'ils mangent des frites plus de 3 fois dans la semaine ou s'ils mangent des desserts trop sucrés plutôt qu'un fruit 3 fois dans la semaine.
Autre technique plus fine, celle du nudge, celle de la législation indirecte telle que Bentham la théorise, mettre les frites très haut sur les présentoirs de nourriture, de sorte que les enfants ne puissent pas les atteindre eux-mêmes et que pour les atteindre, ils doivent faire appel à un adulte, ce qui les contraint, ce qui les ennuie, et de sorte que ça les conduit à ne pas prendre les frites. Ou bien mettre les frites en dernier sur les présentoirs, de sorte que les enfants, si on est dans un self, ont chargé leur plateau de carottes râpées, de verre, d'ustensiles pour déjeuner, etc. Et qu'arrivé au moment de prendre les frites, il n'y ait plus de place sur le plateau, de sorte qu'ils ne puissent plus en prendre. Autre technique, les hôtels qui étaient lassés de voir leurs clients partir avec les clés plutôt que les remettre à la réception, avaient comme technique soit d'imposer aux clients de remettre leurs clés, et éventuellement de prévoir une sanction. Évidemment, ce n'était pas très commerçant. L'autre technique a été d'associer d'énormes porte-clés à l'effigie de l'hôtel aux clés, de sorte qu'il était extrêmement incommode pour les clients de partir avec les clés sur eux et qu'ils étaient incités de cette manière à avoir le comportement vertueux, remettre les clés à la réception. Donc pour Bentham, le déontologue, c'est celui qui va être le spécialiste de ce type de législation indirecte, de management des incitations douces qui vont conduire à agir sur les choix des uns et des autres sans les contraindre, mais néanmoins les guider vers le bon comportement. Et en droit constitutionnel, ce qui nous intéressera certainement plus directement que la cantine scolaire, en droit constitutionnel, Bentham applique ces idées-là. Il parle d'un principe assez contre-intuitif dans nos démocraties contemporaines, qui est un principe de minimisation de la confiance dans les élus. Il part d'un principe qui est celui de James Madison lorsqu'il rédige la Constitution états-unienne, qui est un principe aussi employé par David Hume, bref, d'un principe selon lequel l'autorité politique, c'est un ennemi, ou en tout cas un ennemi potentiel. Et elle est d'autant plus un ennemi, où on doit d'autant plus avoir la précaution de la considérer comme telle qu'elle a du pouvoir, qu'elle est puissante. Et à partir de ce principe-là, Bentham estime qu'il est nécessaire de trouver des mécanismes indirects pour nudger les autorités politiques à avoir le comportement vertueux. Et l'idée de Bentham, c'est le principe de jonction de l'intérêt et du devoir. Puisque les individus sont égoïstes et veulent leur intérêt avant tout, et c'est un fait pour Bentham anthropologique qui ne se discute pas, c'est peut-être très triste, mais c'est comme ça, il faut jouer sur l'intérêt des individus, les hommes politiques, les femmes politiques étant aussi des individus, pour faire en sorte qu'il soit de leur intérêt d'accomplir leur devoir, c'est-à-dire de poursuivre le plus grand bonheur du plus grand nombre. Et l'une des techniques de Bentham, c'est notamment de renforcer le pouvoir de ce qu'il appelle le tribunal de l'opinion publique. Faire en sorte que le souci qu'ont les uns et les autres de leur bonne réputation, notamment, le souci de s'attirer les bonnes grâces de leurs concitoyens, notamment, soit quelque chose de valeur à leurs yeux et que le tribunal de l'opinion publique administre ce type de sanction de manière efficace, la sanction de la bonne réputation. Et on trouve déjà, donc il y a près de 200 ans, la technique du naming, blaming, shaming, etc. chez Bentham. Et alors, Bentham va imaginer plusieurs dispositifs de divers ordres. Le premier, c'est la liberté de la presse, qui est cruciale pour lui parce qu'elle permet d'exposer turpitude des individus et donc de les inciter à bien se comporter s'ils ne veulent pas faire l'objet de critiques. De manière plus technique, il y a des outils d'architecture. Bentham est l'inventeur du panoptique, une prison circulaire où un seul gardien placé au centre de l'édifice peut voir tout ce qui se passe dans toutes les cellules du pourtour de l'édifice et donc exercer une surveillance absolue sur tous les détenus. Donc ça a été présenté et interprété de manière très diverse. Pour certains, c'est une excellente idée qui aurait considérablement humanisé les prisons dans l'Angleterre de la fin du 19e et du 18e siècle. Pour d'autres, au contraire, c'est une métaphore de l'État totalitaire et c'est une proposition à rejeter. Dans le domaine constitutionnel, Bentham inverse le panoptisme et estime que renforcer ce qu'il appelle l'aptitude active, c'est-à-dire l'ardeur au travail des fonctionnaires, il faut renverser le panoptisme, mettre le bureau du fonctionnaire au centre
et aménager autour de ce bureau des galeries où n'importe qui, constamment, jour et nuit, peut venir voir si le fonctionnaire travaille. C'est une manière de l'inciter à travailler et de renforcer l'aptitude active. Bentham imagine aussi un système de vénalité des offices. Demander à ceux qui sont candidats à occuper de hautes fonctions publiques combien ils sont prêts à payer pour les occuper. Parce que l'exercice du pouvoir, parce que le prestige, parce que le souci de faire le bien autour de soi peuvent être à eux-mêmes leur propre rémunération. À compétence égale, celui qui est prêt à payer pour exercer cette tâche doit être préféré. Et puis, il imagine, autre exemple, et ce sera le dernier que je mentionnerai, des techniques dans sa tactique des assemblées parlementaires du point de vue de la délibération publique des textes de loi. Il impose, par exemple, dans cette tactique, la publicité du travail parlementaire et la publicité du vote pour assurer le contrôle du tribunal de l'opinion publique. Aujourd'hui, ça nous semble une évidence, Bentham écrivait il y a 200 ans. Il estime qu'il faut refuser le principe des discours écrits à l'avance. Il est nécessaire, selon lui, morale spontanée, parce que cela assurera une meilleure connexion entre les propos qui seront tenus et parce que cela évitera que des discours préparés à l'avance, dans l'ignorance de ce qui s'est dit avant, dans l'ignorance de ce qui se dit après, vont ne pas se répondre, vont rater la cible de l'objet, vont conduire à des quiproquos. Pour lui, l'éthique de la délibération publique peut passer par ce type de dispositif. Et on peut penser, pour prendre un exemple du droit constitutionnel français contemporain, à la révision constitutionnelle de 2008 qui a imposé que dorénavant, pour la plupart des textes, c'est le texte qui a été modifié par la commission parlementaire qui est discuté en séance, alors qu'auparavant, c'était le projet du gouvernement qui était discuté en séance et non le texte tel qu'il avait été modifié par la commission. Ceci peut être compris comme une manière de nudger les parlementaires à travailler plus et mieux en commission, puisque c'est bien leur travail qui sera présenté et examiné d'abord en séance plénière, et le gouvernement qui veut revenir à son texte initial, c'est lui qui devra lutter et travailler. Pour le gouvernement, il y a aussi une manière de le nudger à être présent en commission, à faire face aux interrogations des parlementaires. Et donc, on peut comprendre cette inversion purement procédurale, qui peut avoir des allures purement techniques, comme une manière de forcer les uns et les autres à mieux discuter les uns avec les autres. Donc, avec ces outils assez terre à terre, Bentham développe des outils de gouvernance des comportements qui doivent conduire à ce que chacun soit de faire de son mieux pour l'intérêt de tous. C'est donc un âge de l'artificialisme. On ne laisse pas ça à la spontanéité des velléités des uns et des autres. C'est bien organisé, c'est bien managé, c'est bien rationalisé. Ça peut conduire à une forme d'institutionnalisation qui est le point sur lequel je souhaiterais conclure. Vous donnez l'illustration de la constitution d'un réseau, d'une connexion organique entre des institutions. Donc, vous donnez l'illustration d'une manière d'institutionnaliser les relations entre des institutions préexistantes. Donc, les traductions de la déontologie que vous illustrez les uns et les autres estiment nécessaire de se coordonner, de se rencontrer, d'échanger sur leurs pratiques, leurs préoccupations. Et puisque cette manifestation invite à se pencher sur la manière dont l'éthique publique, déontologie publique se saisissent des institutions, il faut aussi s'interroger sur la manière dont on institutionnalise l'éthique publique et la déontologie. On vit encore, à mon sens, de manière un peu trop irréfléchie et spontanée sur l'héritage de Montesquieu, selon lequel, je cite dans l'esprit des lois, il y a dans chaque État 3 sortes de pouvoirs, la puissance législative, la puissance exécutrice et la puissance judiciaire, et le pouvoir judiciaire. Donc on croit encore qu'il y a 3 pouvoirs. Mon sentiment, c'est que l'émergence de la préoccupation déontologique se traduit de manière de plus en plus fréquente par la présence d'un véritable 4e pouvoir. Certains États font signe vers ce type de dispositif institutionnel, notamment en Amérique latine, où le constitutionnalisme bolivarien a été une source d'inspiration importante, alors que Bolivar, lorsqu'il a entrepris les révolutions latino-américaines, les révolutions de l'indépendance,
a eu une préoccupation extrêmement nette pour lutter contre la corruption, pour lutter contre la concussion. Et dans ses projets constitutionnels, il imagine une forme de pouvoir moral, de quatrième pouvoir, ou de pouvoir indépendant, de pouvoir en surplomb, qui va veiller sur l'opinion publique, sur les bonnes mœurs, sur la morale républicaine, ce qu'on appellerait aujourd'hui des formes de préoccupation déontologique. Et il a établi des peines extrêmement sévères pour tous les fonctionnaires qui détournaient des fonds publics. Aujourd'hui, cette préoccupation se retrouve dans certains États, notamment dans la constitution de la République bolivarienne du Venezuela, dont on sait comment elle est appliquée aujourd'hui, mais qui prend la peine d'identifier, outre le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire, un pouvoir électoral qui s'occupe des élections et un pouvoir citoyen. Et ce pouvoir citoyen a notamment pour but de rechercher, je cite, et sanctionner les faits qui portent atteinte à l'éthique publique et à la morale administrative, de veiller à la bonne gestion et à la légalité de l'utilisation du patrimoine public, à l'accomplissement et à l'application du principe de la légalité dans l'ensemble des activités administratives de l'État, et également de promouvoir l'éducation comme la solidarité, la liberté, la démocratie, la responsabilité sociale et le travail. Et on trouve ce type d'agencement où est abandonnée la tripartition des pouvoirs pour donner lieu à la place à une quadripartition ou une pentapartition en Équateur, où il y a une fonction de transparence et de contrôle social qui est associée à la fonction exécutive, à la fonction législative, à la fonction judiciaire. Et puis, même chose en Bolivie, où le pouvoir législatif, exécutif, électoral est associé également à un pouvoir de transparence, déontologie publique, contrôle social, etc. Constitutionnel chinois également, on a des pouvoirs de contrôle, des pouvoirs d'examen qui se distinguent des pouvoirs, des trois pouvoirs traditionnels auxquels on est accoutumé. Donc, à présent que vient le temps de l'échange, il convient de noter que ces exigences de déontologie, d'éthique, trouvent à s'exprimer de manière organique et institutionnelle, de manière plus marquée dans ces États. Ça peut être une source d'inspiration et une source de prise de conscience au moment où se constitue ce réseau et où se développent ces activités, de l'architecture spécifique que doit prendre ce quatrième pouvoir que certains appellent de leur vœu ou que certains commencent à identifier. Je vous remercie. Merci beaucoup, Guillaume, pour cette intervention extrêmement riche et passionnante. Je découvre que le travail que je peux faire à l'Assemblée me permet de mener au bonheur de tous. Donc, j'en ressens une certaine fierté. Et je découvre aussi que finalement, je suis, ou nous sommes les uns et les autres, un quatrième pouvoir, ou en tout cas potentiellement un quatrième pouvoir. C'est beaucoup de charges qui posent sur nos épaules. Plus sérieusement, quand tu as présenté... je vais laisser la parole aux uns et aux autres, mais je voudrais d'abord te poser peut-être la première question. Quand tu as présenté les termes de déontologie et d'éthique en montrant que la déontologie repose plutôt sur des devoirs, des obligations au sein de l'activité professionnelle, quand l'éthique repose plutôt sur une méthode réflexive, et un engagement de sa responsabilité personnelle. Est-ce que c'est la différence entre les deux termes, est-ce que ça pourrait expliquer que le sentiment que j'ai, mais que je n'ai pas éprouvé avec la pratique, qui est que le terme d'éthique serait favorisé dans des systèmes juridiques à influence anglo-saxonne, quand celui de déontologie serait peut-être plus présent dans des régimes juridiques plutôt romano-germaniques. Est-ce que ce que je dis là est vrai ou pas selon toi? Ah, on t'entend pas. Non, mais je disais rien, donc c'est tant mieux. Je marmonnais en hésitant.
Je ne sais pas, je ne peux pas tellement te répondre. C'est certainement dû au fait que le terme déontologique va aussi avoir un autre sens en philosophie, surtout en philosophie de langue anglaise, où on va opposer des doctrines morales déontologiques aux doctrines morales conséquentialistes. Il y a celles dont le but, c'est de faire respecter des principes absolus. Donc, par exemple, ça va être le kantisme. On doit respecter certains principes qui sont intangibles, indérogeables. Et ça va être les morales déontologiques. Et vous allez avoir aussi les morales conséquentialistes, comme celle de l'utilitarisme, comme Bentham, qui vont s'attacher aux conséquences des actes. Donc, ça donne au terme déontologie un sens particulier qui fait qu'il est peut-être difficile de l'employer dans la sphère publique pour parler des obligations imposées, comme nous on les appelle déontologiques, des obligations déontologiques imposées à certaines professions. Et c'est vrai qu'en anglais, on aura plus tendance à dire Code of Ethics que code de déontologie pour une profession. Donc, il y a certainement une question de lexique et d'usage linguistique ici. Par contre, sur la généralité des systèmes romano-germaniques, je ne serais pas certain parce que, par exemple, en espagnol, on emploiera beaucoup plus volontiers le terme éthique que le terme déontologie, alors même que c'est un système qui est plutôt tendanciellement romano-germanique. Mmh. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a parmi les participants des questions? Alors, je vais continuer à poser mes questions. S'il n'y en a pas d'autres, je ne vois pas, sauf si je ne vois pas. Agnès, moi, je veux bien poser une question. Oui, bien sûr, vas-y, Cécile. Guillaume, je trouvais ça très intéressant là, et je reviens un peu sur le thème que tu évoquais à l'instant, cette idée de déontologie et voilà, qui aurait un air de famille avec l'éthique, parce que je me suis posé plein de fois, c'était la question évidemment des rapports entre les deux. Est-ce que je comprendrais bien les propos de Guillaume si je disais qu'en définitive, la déontologie peut être définie comme une forme d'éthique personnelle? Et si c'est le cas, d'éthique, pardon, professionnelle et non pas personnelle. Et si c'est le cas, à ce moment-là, si on définit la déontologie comme une forme d'éthique professionnelle, j'ai du mal à saisir où intervient en définitive ce qu'il avait souligné à propos de l'éthique, c'est-à-dire le côté personnel qui est précisément caractéristique de l'éthique. Je ne sais pas si ma question est très claire, mais d'abord, voilà, la première question, c'est de savoir si la déontologie, ça lui semble cohérent, rationnel, à peu près rigoureux de définir, de distinguer la déontologie de l'éthique en disant, en définitive, la déontologie serait une forme d'éthique professionnelle. Oui, ça me semble rendre compte de la majorité des usages, en fait, et offrir une clé de distinction à peu près admissible en général, sachant néanmoins qu'il y aura forcément des exceptions, où tu vas trouver l'expression éthique professionnelle ou éthique d'entreprise ou business éthique, où ça va plutôt correspondre à de la déontologie, enfin, telle que définie de cette manière-là. Donc, pour ma part, ce que j'ai essayé de reconstituer, c'est des usages dominants, mais je pense faut éviter en tout cas d'essayer de rechercher une espèce de définition absolue ou une nature des choses derrière l'usage des termes qui est extrêmement, extrêmement mobile. Par contre, il faut s'interroger sur les raisons pour lesquelles, dans telle communauté linguistique, c'est préférable ou plus intuitif ou plus payant, plus intéressant pour développer ces questions-là de parler d'éthique, alors que dans d'autres secteurs, ce sera plus payant, peut-être plus sérieux, plus intéressant, plus favorable de parler de déontologie. Merci. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une question. J'ai cru voir une question. Oui, Agnès, si je peux me permettre, Monsieur Bazin. Oui, Monsieur le Président, vous avez une question, je crois.
Il faudrait couper ouvrir votre micro, pardon. Je pense que ça fonctionne là. Oui, tout à fait, on vous entend. Merci beaucoup, Madame la déontologue. Mes chers collègues, je suis très heureux de vous rejoindre, mais avec un petit peu de retard, donc je vous prie de m'excuser. Donc, je suis Arnaud Bazin, président du comité de déontologie parlementaire du Sénat en France, et je suis par ailleurs à la base un vétérinaire. Donc, j'ai vécu pendant 35 ans avec un code de déontologie, donc un petit opuscule qui gouvernait mes comportements de façon assez précise, mais il m'avait semblé que, enfin moi je percevais les choses comme ça en tout cas, que l'éthique, elle était là en effet dans le cadre d'une réflexion personnelle pour boucher les trous en quelque sorte de tout ce qui n'est pas prévu dans le code de déontologie, c'est-à-dire que ça représente un ensemble de valeurs. J'ai cru même entendre, vous nous direz ce que vous en pensez, que l'éthique c'était de la morale en action, parce que la morale c'est ce qui est immuable, ce que nous avons ensemble bien voulu considérer comme étant le bien et le mal, mais que l'éthique, elle devait s'adapter aux circonstances, et qu'un principe qui dans une circonstance trouvait à s'appliquer d'une façon pouvait dans une autre circonstance s'appliquer autrement, au terme d'une réflexion éthique justement d'application de nos valeurs morales à un sujet particulier. Les exemples ne manquent pas. Évidemment, on ne doit pas donner la mort à un animal quand on est vétérinaire, sauf que parfois, dans certaines circonstances, le bien, c'est plutôt de le faire que de s'en abstenir. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette notion de l'éthique comme une morale en action, d'une part, et puis d'autre part, de l'éthique comme étant une réflexion personnelle, comme il me semble vous l'avoir entendu exposer, pour aller au-delà de simples conventions professionnelles que sont un code de déontologie? Oui, ma réponse va être assez faible au bout du compte. Je pense que ce sont des usages qui sont des manières d'organiser les rapports entre éthique, déontologie, morale, qui sont tout à fait courants, enfin qui correspondent à des usages, Sauf que on trouve des exceptions. Il y a eu aussi une autre manière de distinguer éthique et morale, qui est de faire de l'éthique la science qui étudie la morale, et donc une discipline en fait qui porterait sur les exigences morales que portent certains individus, certaines communautés. Donc il y a plein de manières d'établir la distinction. Ce qui pourrait être intéressant à creuser en termes de recherche, c'est partir du principe que les deux se distinguent. Il y a éthique d'un côté, déontologie de l'autre, et voir où le curseur est placé, par qui, quand, à quelle fin, dans quel propos et dans quel but. Et peut-être que la déontologie parlementaire placerait le curseur entre déontologie et éthique à un endroit différent de celui où un médecin ferait le départage, ou un vétérinaire, comme vous avez mentionné cette expérience-ci, ferait le départage. Et peut-être qu'un spécialiste d'éthique dans une salle de marché à la bourse aurait lui aussi une autre manière de délimiter les deux. Donc, je n'ai pas de réponse à vous apporter, mais en tout cas, je pense qu'en fait, le sujet est peut-être là où va être placé le curseur, par qui et pourquoi. Merci. Yves Boisvert a demandé la parole également. Oui. Oui. Je ne sais pas si comme observateur, je peux me permettre une clarification. Bien sûr. Oui. Juste une précision. Nous, au Québec, à l'ENAP, on a travaillé pendant plusieurs années, dans les années 2000, pour le secrétariat du Conseil du Trésor, pour essayer de faire ce travail de distinction conceptuelle-là. Parce qu'effectivement, les grands enjeux avec le projet de modernisation de l'administration publique, c'était un peu de voir qu'est-ce qui était pour relever du droit, déontologie sectorielle et versus une éthique professionnelle des fonctionnaires. Et on en était arrivé à développer une stratégie qu'on avait appelée une stratégie de synergie régulatoire. Et là, je rejoins mon collègue Tussaud lorsqu'il parle de famille.
effectivement, quand on pense en termes de synergie régulatoire, on pense à deux logiques, c'est-à-dire une logique de distinction, mais une distinction qui ne se fait pas en opposition, mais bien en complémentarité. Donc, effectivement, si on positionne, nous, on avait choisi un axe de travail qui allait de l'autorégulation à l'hétérorégulation. Certains modes de régulation étant plus hétérorégulatoires, donc imposés de l'extérieur, alors que d'autres modes de régulation étaient plus de la logique de l'autorégulation. Hein. Mon collègue Tussaud parlait là, de la définition de Bentham de l'éthique, mais on pourrait dire de Foucault aussi, comme un petit peu l'art de se gouverner. Donc, on est plus dans une logique d'autorégulation, alors que d'autres modes sont beaucoup plus dans une logique d'imposition, des critères de normativité très précises, des mécanismes de surveillance et ensuite un appareillage menant des sanctions face à des constats de transgression de la normativité. Donc, si on met sur cette logique de fluidité régulatoire, l'éthique et la déontologie, on comprendra que la déontologie est plus hétérorégulatoire que l'éthique. L'éthique étant plus autorégulatoire, mais en même temps, elle se côtoie. Et contrairement à mes collègues français, un point qui est très, très important chez nous en Amérique du Nord, et je vous dirais, c'est vraiment notre Amérique, la morale, elle est au contraire à l'opposé complètement de l'éthique, puisqu'elle est considérée comme le mode probablement le plus hétérorégulatoire. Et c'est ce qui fait qu'en Amérique du Nord, on va se retrouver avec des éthiciens, donc des spécialistes de l'éthique, pas du tout confortables au grand débat de moralisme que l'on voit actuellement se propager. Autant et beaucoup de mes collègues qui travaillent dans le milieu de l'éthique vont dire on ne peut pas se retrouver autant dans le moralisme conservateur de droite que dans le moralisme conservateur de parce qu'effectivement, la rectitude politique est un conservatisme où il y a un interdit. Hein, on donne une normativité de parole. Chez nous, on a eu un grand débat où une université a interdit l'utilisation de certains mots dans les classes qui ont fait scandale au nom de la vertu. Donc, nous, on va opposer l'éthique de la morale. Donc, ça devient un débat quand même important parce que l'éthique va être toujours dans une logique de réflexivité. Tussaud l'a bien dit. Là-dessus, je vous rejoins absolument, chers collègues. On est dans la réflexivité. Et donc, si on est dans la réflexivité, les normes ne sont pas figées. Il n'y a pas d'obligation normative de se plier à cette normativité lorsqu'on est dans l'univers de l'éthique. C'est pour ça qu'on va parler, on est plus dans des valeurs un peu plus fluides, dans des valeurs un peu plus proposées. Hein, la logique du nudge se retrouve parce qu'on propose un comportement plutôt que de l'imposer. On le suggère, on essaie d'élaborer des stratégies pour amener quelqu'un à choisir, mais le choix demeure fondamental. Alors que dans la morale, le choix est imposé par le poids de la communauté de normes qui font partie de ce référentiel normatif. Voilà un peu la façon dont on travaille depuis à peu près 18 ans avec la fonction publique chez nous à l'ENAP, lorsqu'on intervient dans le domaine de l'administration publique. Et je pense que ça facilite énormément le travail parce que nous ne sommes pas dans une logique d'opposition, nous sommes dans des logiques de complémentarité avec une priorisation sur la distinction. Donc, je me rallie sur la plupart des points que mon collègue Tussaud a amenés via Bentham. Donc, c'est une réflexion, je pense, qui doit se faire sans chercher. Il faut cesser les oppositions entre déontologues et éthiciens. Bon, on se retrouve. Mais juste pour vous rassurer, là où je rejoins davantage mes collègues français que mes collègues canadiens, plusieurs conseillers à l'éthique sont essentiellement des déontologues au Canada et au Québec parce que c'est une logique déontologique que l'on applique dans nos codes qui doivent baliser la conduite de nos parlementaires ou de nos fonctionnaires.
Pourtant, on continue à parler de commissaire à l'éthique. Donc, on est beaucoup plus dans un univers déontologique qu'éthique. Donc, à ce niveau-là, moi, je pense que la conceptualisation française est beaucoup plus adaptée à la réalité de la fonction qui est assumée. Voilà, j'espère que ça a clarifié nos débats là, transfrontalières. Oui, puis pour ajouter à la fluidité des choses, on peut dire aussi, et c'est aussi la poursuite de Bentham, qu'il y a des fois des formes d'autorégulation organisée et d'autorégulation qui n'est pas spontanée du tout, mais qui au contraire est parfaitement structurée et parfaitement encadrée. Merci. Il y a aussi une question de Charles Moumouni, qui est de l'Institut panafricain de la gouvernance économique et financière. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci pour cette communication très, très intéressante et très dense. Je voulais juste ajouter quelque chose à ce que mes collègues ont dit tout à l'heure, M. Boisvert et M. Toussault, que si les normes étaient une pyramide, on retrouverait à la base de la pyramide, on retrouverait la morale. Et au-dessus de la morale, on retrouverait l'éthique, ensuite la déontologie et ensuite le droit. Du point de vue du caractère contraignant des normes, évidemment, c'est cette structure-là qu'on retrouverait. Pour dire tout simplement que l'éthique est une dérivée de la morale, mais opposée à la morale, comme M. Boisvert l'a dit tout à l'heure, du point de vue de la liberté qui est accordée à l'individu. Et que la déontologie est beaucoup plus proche du droit, du point de vue de la législation, parce que la déontologie, en tout cas ici au Québec, est considérée comme une législation déléguée qui s'applique aux professions qui sont organisées spécifiquement. Il y a 46 professions qui sont réglementées au Québec et chaque profession doit se doter d'un code de déontologie. Et le code de déontologie, ce n'est pas juste un code d'éthique, ce n'est pas juste une liberté qui est accordée aux membres de la profession. Ce sont des normes qui s'appliquent avec des sanctions. Si les membres de cette profession ne respectent pas les normes, ben, ils risquent d'être sanctionnés. Donc la déontologie est beaucoup plus proche du droit que l'éthique. Donc voilà ce que je voulais dire, mais pour poser aussi une question, puisque la morale est à la base de cette pyramide et que la morale aujourd'hui a mauvaise presse, est-ce qu'il ne faut pas revoir un peu notre rapport à la morale? Parce qu'au fond, ce que dit la morale, c'est de commander le bien et d'éviter le mal. Commander le bien et d'éviter le mal, ce n'est pas une mauvaise chose aujourd'hui. Si on regarde aujourd'hui, disons, le dépérissement de l'état de la politique de façon générale, on regarde ce qui se passe aux États-Unis, on se pose beaucoup de questions. Est-ce qu'il ne faut pas revoir notre rapport à la morale qu'on a toujours considéré comme étant trop contraignante? On dit que la morale commande et que l'éthique recommande. D'accord, la morale commande, mais la morale commande le bien et invite à éviter le mal. Donc, la question se pose à M. Tussaud, est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas, disons, réhabiliter la morale autrement dans cet univers où la vertu, en tout cas, tout se dégrade? Alors, je ne me sens pas les talents d'un prédicateur pour répondre de manière très substantielle et très informée à l'énorme problème que vous soulevez. Mais il y a quelque chose il y a quelque chose de l'ordre du républicanisme, en fait, ce qu'on appelle le républicanisme en théorie politique, une manière de remettre au centre le souci de la collectivité. Alors peut-être que ça peut prendre les atours de la morale, peut-être que ça prend la figure de la citoyenneté, peut-être que ça prend d'autres figures, mais dans les exigences de déontologie et d'éthique publique, en tout cas aujourd'hui, on voit que ça a une solidarité avec une certaine manière de comprendre la société politique qui s'éloigne d'une théorie qu'on peut dire assez grossièrement libérale pour se rapprocher d'un républicanisme qui puise ses sources à certains éléments de philosophie antique. Donc peut-être que ce souci de la collectivité, du dépassement de l'intérêt personnel est au cœur d'un projet de rénovation de la conscience publique que vous appelez de vos voeux.
Merci beaucoup. Je ne vois pas d'autres mains se lever et donc pas d'autres questions. Moi, j'en aurais peut-être encore une. Vraiment pour répondre à ma curiosité, Guillaume, tu as dit que Bentham parlait du déontologiste. Est-ce qu'il a réfléchi, est-ce qu'il y a des éléments dans ses écrits sur la manière dont s'institutionnalise la déontologie? Tu as parlé d'institutionnalisation à la fin de ton propos. Est-ce que Bentham a évoqué des questions d'indépendance du déontologue par rapport aux acteurs de la profession dans lequel il intervient? Enfin, voilà, est-ce qu'il y a des éléments sur l'institutionnalisation, la forme institutionnelle du déontologiste, pour reprendre le terme? Et je voudrais revenir aussi sur un deuxième point. Tu as parlé de la sanction par la bonne réputation. C'est quelque chose, effectivement, que je crois on vit tous dans nos pratiques, mais en tout cas en ce qui me concerne, mais je pense que c'est valable aussi pour mes collègues, on a quand même une difficulté, c'est-à-dire que on sent bien que le déontologue, d'une certaine manière, sanctionne sans avoir de pouvoir de sanction, en tout cas en ce qui me concerne, sanctionne par une possible atteinte à la bonne réputation. Et pour autant, on est, la plupart d'entre nous, soumis au secret professionnel, et donc on n'a pas les moyens précisément de communiquer sur des comportements non vertueux des élus, des parlementaires avec lesquels on travaille. Donc à la fois on les guide, mais effectivement il y a cette sanction possible à travers l'atteinte à la bonne réputation. Est-ce qu'il y a soit chez Bentham, soit dans ta propre réflexion, hein, des éléments sur cette difficulté-là qui a trait à l'exercice de la fonction de déontologue? Alors sur la première question, non, que je sache, il n'y a pas de réflexion sur l'institutionnalisation du déontologue ou du déontologiste chez Bentham, enfin en tout cas pas dans l'ouvrage Déontologie. Ça n'exclut pas que peut-être un jour on exhume un manuscrit où il y a comment mettre en place le déontologue. Ça peut très bien se trouver à Londres dans les multiples caisses qu'il a laissées à sa mort. Il y a une raison plus profonde à ça, c'est que, et ça n'apparaît pas par exemple dans le code constitutionnel, où il réfléchit à comment doit fonctionner un État, comment doit être organisée une assemblée, comment doivent être organisées les juridictions. De même, dans sa tactique des assemblées parlementaires, la fonction du déontologue incarné, singularisé, n'apparaît pas. C'est certainement parce que pour lui aussi, tout le monde doit être déontologiste. Tout le monde doit avoir cette fonction d'essayer de guider les uns et les autres à prendre en compte non seulement leur intérêt, mais à aussi faire en sorte de faire jouer les motifs sociaux, qui fait qu'on a aussi certains égards pour le bonheur des autres et le bonheur de l'ensemble de la société. Donc peut-être qu'il y a aussi une manière à problématiser l'institutionnalisation. Dès lors qu'on institutionnalise la déontologie et l'éthique, est-ce que d'une certaine manière, en spécialisant, on n'en fait pas la province, la mission de certaines institutions, et donc est-ce que implicitement on n'en détourne pas les autres, alors que ça devrait être un souci général et beaucoup plus partagé. Ensuite, sur la sanction par la bonne réputation, chez Bentham, ça passe exactement par ce que tu dis, c'est par la publicité. Il n'y a aucune limite à la publicité chez Bentham. Donc, ce que toi tu perçois comme certaines limites, le secret professionnel ne s'oppose pas à la discussion dans sa pensée. Une technique pour essayer de combiner les principes de respect de la vie privée, du secret professionnel, etc., et néanmoins porter à la connaissance du public un certain nombre de violations des règles déontologiques, c'est de le publier de manière anonymisée. Au Conseil supérieur de la magistrature, on avait ce type d'information lorsque le service d'aide et de veille déontologique nous communiquait des demandes qui lui avaient été faites. On avait
pas à connaître l'identité des personnes en cause, puisqu'on était susceptible de les juger au disciplinaire ensuite, mais on nous présentait des types d'affaires, des types de demandes, de manière très, très abstraite, et ça nous permettait, nous, d'être renseignés sur les préoccupations déontologiques des magistrats, sans avoir de nom ou de juridiction ou de type de fonction qui soit identifiable. Donc, une façon d'anonymiser les informations ou de les rendre abstraites ou de les réduire à la problématique déontologique qui se pose peut être une façon de communiquer quand même sur les types de problèmes qui se posent.